Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Bonsoir Barbara. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Ce soir, vous allez découvrir l'un des visages les moins connus d'une de nos plus grandes reines. Il s'agit de la reine Elisabeth, une reine visionnaire et anticonformiste qui n'avait pas hésité à se rendre en Chine et en Union soviétique pendant la guerre froide. Une démarche assez mal comprise à l'époque et qui lui valut le surnom de Reine Rouge. Et puis tiens, on va prolonger un tant soit peu le plaisir des vacances qui se terminent tout doucement en partant en voyage en Ardennes. L'Ardenne, une région chère au cœur de nos rois, comme nous l'expliquera Patrick Weber, qui s'est rendu sur place sur les traces que nos souverains y ont laissées. Mais tout d'abord, vous êtes sans doute nombreux à vous être rendus au cimetière en cette semaine de Toussaint, un lieu souvent chargé de mystère, mais aussi un espace de tranquillité où l'on peut trouver parfois de très beaux monuments. Résultat, certains cimetières sont classés, c'est notamment le cas du cimetière de Laeken que vous allez découvrir dans un instant, une dernière demeure très prisée par les grands Belges, flattés à l'idée de reposer un jour à quelques pas seulement de la crypte royale. On comprend mieux évidemment le surnom donné à ce cimetière, le Père-Lachaise bruxellois, en raison des tombes illustres qu'il abrite, et il n'est pas rare à l'époque de la Toussaint d'y croiser dans les allées, dans ces mystérieuses allées, une étrange visiteuse venue spécialement d'Afrique du Sud, fleurir une petite tombe presque oubliée, celle d'Arcadie Claret, qui fut la maîtresse de Léopold Ier et à qui elle donna 2 fils. Véronique Adam en a profité pour visiter l'endroit en sa compagnie. Regardez. Je m'appelle Constance Arcadie Locke. Je suis l'arrière-petite-fille naturelle du roi Léopold Ier et d'Arcadie Claret. Même si je vis aujourd'hui en Afrique du Sud, loin du passé de mes aïeux, j'aimerais mieux connaître ce cimetière de Laeken et notamment une tombe de l'un des membres de ma famille. Nous nous trouvons ici, tout près de l'église de Laeken et de la crypte où est enterré Léopold Ier. Léopold Ier a eu une maîtresse, la seule officielle d'ailleurs, c'était Arcadie Claret, dont il a eu 2 enfants. L'aîné, il l'a eu du vivant de la reine Louise-Marie, et il se prénommait Georges, et le cadet se prénommait Chrétien. Et le cadet est enterré ici, dans cette tombe. Je suis très fière, très touchée. Je suis vraiment émue d'être ici et de me rendre compte de tout cela. On m'a dit que ce cimetière a toujours eu une certaine renommée auprès des princes régnants. Au XVIIe siècle, l'archiduchesse Isabelle y organisait de grands pèlerinages. En me promenant, je découvre de nombreuses tombes de nobles, d'aristocrates qui ont souhaité être enterrés ici, une tradition qui remonte au décès de la première reine des Belges. Louise-Marie décède et donc comme elle a émis le souhait d'être enterrée dans l'ancienne église de Laeken, il y a vraiment un engouement de la part du public pour être enterré dans ce cimetière qui a vraiment une caractéristique, je dirais, aristocratique et une caractéristique aussi catholique. Ce cimetière est le seul cimetière de la région bruxelloise autour d'une église. Et donc il y a en même temps ce souhait catholique d'être enterré près d'une église, je dirais d'une culture qui date de l'Ancien Régime, vraiment la culture du Moyen-Âge, et puis aussi être près de la reine qui correspond vraiment à une notion, je dirais, plus de vouloir être en symbiose avec le nouveau pays, la Nouvelle-Belgique, et donc vraiment cette filiation entre la famille royale et la noblesse. Près de l'ancienne église du cimetière, j'aperçois une petite chapelle néo-romane assez unique dans cet ensemble néo-gothique. Le premier défunt est le comte Cogen, qui est le trisaïeul de la reine Paola. Et donc, vous voyez ici, au-dessus, vous avez le C de Cogen, le comte Cogen qui a participé à la révolution de 1830. Cet endroit me rappelle le Père-Lachaise. Laeken a souvent été comparé au cimetière parisien en raison des personnalités connues qui y reposent. L'ancien bourgmestre Émile Boxtal, l'architecte Poulart, célèbre pour le palais de justice, ou encore la Malibran, jeune cantatrice. Cette promenade est un vrai retour aux sources de l'histoire, de la littérature et des arts.
Au fond du cimetière, mon regard est attiré par une imposante sculpture. On dirait bien le penseur de Rodin. C'est bien lui et c'est un original. Ici, le penseur de Rodin est vraiment la sculpture la plus renommée du cimetière. Et donc, l'histoire est assez intéressante. Vous avez Jeff Dylan. Jeff Dylan est critique d'art et dans les années 30, il fait l'acquisition de ce bronze, le penseur de Rodin. Et donc, il faut savoir que quand on réalise un bronze, l'artiste va le confectionner et le bronze sera fait 8 fois. Et donc, c'est un des 8 penseurs de Rodin. Donc c'est vraiment un authentique, ce n'est pas du tout une copie. En Afrique du Sud, je suis loin d'être reconnue comme une descendante royale. Mais quand je viens ici, je réalise comme c'est important pour moi et à quel point j'ai négligé ce passé. J'aurais souhaité faire plus de recherches. Mais j'ai transmis ma connaissance à mes enfants et ils sont très fiers que leur mère soit de sang royal. Pour eux, c'est d'une importance vitale. Il me reste à quitter Laeken, un endroit de tranquillité qui invite à la méditation et au souvenir. Alors vous le savez sans doute, le Festival Europalia Russie bat son plein en ce moment en Belgique. On en reparlera évidemment dans cette émission, mais c'était l'occasion pour nous ce soir de nous intéresser à ces fameux Russes blancs exilés, entre autres chez nous après la Révolution de 1917. Et parmi eux, le prince Boris Metscherski, c'est un descendant direct des Tatars, les Tatars que l'on retrouve dans les steppes russes dès le XIIIe siècle. Nomades depuis des générations, les Metscherski ont marqué de leur empreinte la France, mais aussi le Mexique ou les États-Unis. Mais c'est en Belgique que le prince Boris a définitivement largué les amarres dans les années 60. Installé dans une petite gare ardennaise, il s'y livre à sa passion, la peinture, et c'est là-bas que Christophe de Neuville l'a rencontré pour nous. Regardez. Un autre temps, un temps révolu, une gare désaffectée dans les environs de Huy, c'est là que le prince Boris Metscherski a élu domicile avec son épouse Nada et son frère Anastasio. Tous les trois artistes, c'est dans le décor d'un siècle passé qu'il perpétue une longue histoire qui débuta dans la nuit des temps. On peut remonter au XIIe siècle. C'est le petit-fils de Gengis Khan, qui est un ancêtre commun, qui s'appelle Hussein Cherinsky, qui est exilé parce qu'il a pris comme femme l'épouse d'un de ses cousins. Donc c'était passible de mort. Et pour cette raison-là, Gengis Khan aimait bien son petit-fils, il ne veut pas le tuer, donc il l'envoie en exil avec une partie de la tribu. C'est l'arrière-grand-père de Boris, le prince Pierre Nikolaevitch Metscherski, aide de camp du tsar Nicolas II, qui quittera sa terre natale en 1917 à la Révolution russe, pour venir s'installer d'abord en France, puis en Belgique avec toute sa famille. La princesse Vera Nikitchina, la maman de Boris disparue en 1993, fait encore partie intégrante de son univers. De nombreux souvenirs et photographies habitent l'ancienne gare de Bars, comme des voyageurs déracinés par le temps. Comme sa mère, Boris nous raconte son histoire à travers ses pinceaux et nous dépeint une rare définition de la noblesse. Se souvenir de ce qu'on est, d'où on vient, qu'on ne s'est pas fait tout seul. Et pouvoir le partager avec le futur. Ça, c'est la noblesse. La noblesse, elle est construite sur la justice. Ça, c'est ce que je crois. Quelqu'un qui recherche la justice, eh ben, il est déjà noble. Parce qu'il sera droit. Il ne sera pas tourciveux, il ne sera pas envieux, il ne sera pas jaloux, il ne sera pas mesquin, il ne sera pas petit. Il sera généreux, il sera ouvert. Comme les vitraux d'une église, à la façon d'icône orthodoxe, le prince Metscherski part du néant d'une toile pour arriver à l'infini. L'important pour moi, c'est que je puisse apporter un espoir qui fera que la personne qui regardera mon tableau, même s'il y a une friction, même s'il y a une lutte, même s'il y a un combat, même s'il y a un aspect négatif dû au sujet, eh ben, par
La juxtaposition des couleurs par le fait de la décomposition de la lumière, ça va apporter une joie. Consécration d'années de patience et de progression, le Palais des Princes-Évêques de Liège accueille aujourd'hui une huile sur toile qui fait de Boris un artiste qui compte désormais dans les vieux murs de la principauté. Le tableau représente l'assassinat de Saint-Lambert et est inspiré par d'anciens plans de la ville et de scènes de la vie quotidienne. 26 générations après Gengis Khan, le prince Mechерski se doit de poursuivre la lignée de ses ancêtres grâce à son œuvre inspirée de l'exil, la souffrance et la soif de liberté d'un peuple qui se cherche depuis toujours. Le fait d'avoir un nom, d'avoir une histoire me responsabilise plus. Oui, ça oui. Ça, je sens que je ne peux pas passer dans cette vie sans avoir laissé quelque chose. Parce que mes ancêtres ont laissé quelque chose. Donc il faut que... C'est pas une obligation de laisser quelque chose. Je ne suis pas obligé de le faire. Mais c'est par amour. C'est par le fait d'avoir cette soif de curiosité. C'est devenu une nécessité non provoquée. Mais la Russie, c'est aussi le symbole de 3/4 de siècle de communisme, un pays qui n'est pas bien vu de fréquenter en pleine période de guerre froide, sous peine de passer pour un traître à l'Occident. Pourtant, il est une reine chez nous qui s'en fichait bien de ce genre d'étiquette. Il s'agissait de la reine Elisabeth. La reine Elisabeth qui était soucieuse d'abattre les cloisons entre les peuples afin d'éviter une 3e guerre mondiale. Et jusqu'à la veille de sa mort, elle a multiplié les voyages, notamment en Chine et en Union soviétique, une audace véritable qui lui valut le surnom de Reine Rouge. Sandrine Krolich revient pour nous ce soir sur cet aspect méconnu de la vie d'une reine anticonformiste et finalement assez avant-gardiste. Melsbrook, l'avion biréacteur soviétique Tu-104 venu spécialement de Moscou la veille, suscite les commentaires les plus élogieux des connaisseurs. La reine Elisabeth va s'y embarquer en compagnie de l'ambassadeur russe Avilov pour assister au concours musical Tchaïkovski dans la capitale soviétique. En 1958, la reine Elisabeth effectue son premier voyage en Russie. Elle est invitée par le jury du prix Tchaïkovski. Nous sommes en période de guerre froide, par conséquent, toute démarche en vue d'un rapprochement des points de vue de l'Est et de l'Ouest sont aussi suspects aux yeux de beaucoup de personnes qui, du coup, la traitent de Reine Rouge ou de Rode Homa, bon moment rouge, parce qu'on ne comprend pas sa politique à cet égard, et une politique dans laquelle elle va persister. Son premier voyage est relativement, disons, anodin dans ses conséquences. Par contre, elle fait un second voyage en Russie, où alors là, les choses deviennent plus sulfureuses, si je puis dire, en ce sens qu'elle est logée au Kremlin, qu'elle a de nombreux contacts politiques avec différents milieux, et surtout, avec sa fille Marie-Josée, elle assiste place rouge au défilé du 1er mai. Le gouvernement trouve ça très ennuyeux. Et alors, ce n'est pas la première fois qu'elle va à l'Est, puisque en 1955, elle a été à Varsovie pour le concours Chopin. Or, lorsqu'elle est arrivée à Varsovie et entrant dans la grande salle de l'opéra où avait lieu le récital, le piano, toute l'assemblée s'est levée et elle a applaudi, mais très longtemps, très longtemps, comme pour indiquer, et ça c'était pas prévu par ceux qui critiquaient ses voyages, comme pour indiquer que sa présence était une espèce de symbole de l'Occident, de ce pays qui était séparé d'eux par un rideau de fer, et qu'en définitive, au fond d'eux-mêmes, ils désiraient rejoindre. La reine Elisabeth de Belgique est arrivée à Pékin le 25 septembre 1961 sur l'invitation de Mme Tsai Ching, présidente de la Fédération nationale des femmes de la République populaire de Chine. En Chine, c'était relativement grave, si je puis dire, pour le gouvernement. Aussi, le gouvernement envoie Paul-Henri Spaak pour essayer de la dissuader d'accepter cette invitation à se rendre en Chine. Et quand il a terminé, elle lui a dit, vous savez, Monsieur le ministre, je comprends très bien toutes vos raisons, je les comprends, mais j'irai quand même. Et alors Spaak répond, je m'y attendais. Contrairement aux autres voyages, il n'y a pas de prétexte musical. C'est
presque purement politique. Parce qu'enfin, à ce moment-là, la Chine n'avait pas de relations diplomatiques avec elle. La reine Elisabeth est en quelque sorte une précurseur. Je reviens d'un voyage en Chine, le plus beau voyage que j'ai fait. Nous avons traversé une grande partie de la Chine dans un train spécial que le gouvernement nous a donné. J'ai aussi rencontré Mao Tse-tung et Zhou Enlai qui ont été extrêmement aimables avec nous. J'espère beaucoup qu'il y aura un rapprochement de nos deux pays. Et elle est revenue, disons, enchantée du voyage. Et du coup, les critiques, bien sûr, ont repris du poil de la bête, si je puis dire. C'est une femme qui refusait toutes les cloisons, de se laisser enfermer dans des préjugés ou des partis pris, qui par conséquent multiplient les défis pour arriver à ce qu'elle veut. Depuis la Première Guerre mondiale, elle a été une pacifiste. Tout faire pour éviter une Troisième Guerre mondiale qui, on pensait en tout cas à cette époque, qu'elle serait menacée par la bombe atomique. C'est donc, elle est un personnage qui, vu à une certaine distance, apparaît vraiment comme quelqu'un qui a eu des intuitions remarquables, qui, à partir de ses intuitions, se moquait éperdument de ce qu'on pouvait penser de ce qu'elle allait faire, et qui a suivi son chemin impavide, si je puis dire, et d'une manière relativement admirable. Et pour terminer, comme promis, je vous propose de prolonger cette semaine de vacances par un petit voyage en Ardennes, mais pas n'importe laquelle. L'Ardenne royale, s'il vous plaît, celle qui séduit d'emblée Léopold Ier à son arrivée en Belgique, au point qu'il y acquit un important domaine. C'est vrai que notre famille royale a conservé de ses origines cobourgeoises l'amour de la nature et des forêts. Et si c'est Léopold Ier qui s'intéresse en premier à cette région, eh bien c'est Léopold II qui en fera l'un des pôles touristiques les plus attractifs de la région, découverte et grand bol d'air avec Patrick Weber. Quand il arrive en Belgique en 1831, Léopold Ier n'a pas oublié ses souvenirs d'enfance à Cobourg. La nature lui manque et c'est tout naturellement dans les Ardennes qu'il vient se ressourcer. Nous vous proposons aujourd'hui de partir sur les traces de nos rois à travers quelques vestiges connus et moins connus de cette belle région d'Ardennes. Notre première étape impose un gros effort d'imagination. En effet, il ne reste que quelques pierres de ce qui fut jadis la fière tour des Rochers. La terre d'Ardennes et de Ferrage fut le point de départ du domaine de Léopold Ier qu'il acquit en 1837. À l'extrémité du domaine, il se fit construire une tour haute de 3 étages, la tour des Rochers qui surplombait la Lesse. C'est ici, loin de Bruxelles, que le roi se sentait vraiment chez lui. Ça ne l'empêchait pas de se tenir au courant des nouvelles du monde et chaque matin, il se faisait porter le courrier de Bruxelles ainsi que les journaux de l'étranger. Notre premier roi était une fine gâchette. Le 15 février 1845, il a bâti un énorme loup dans le bois de Sonnemont, non loin de Custine. La tradition populaire rapporta même qu'il s'agissait du dernier loup de Belgique. Aujourd'hui encore, un petit monument rappelle ce qui fut considéré à l'époque comme un événement.
Parmi les traces les plus connues de la dynastie dans la région, il y a bien sûr Ciernion. La reine Louise-Marie était tombée sous le charme du site et son époux Léopold Ier avait acquis le domaine en 1840. Mais c'est leur fils, Léopold II, qui fit construire le château que nous connaissons aujourd'hui et qui demeure une des résidences préférées de la famille royale. Beaucoup plus modeste, voici une autre trace de la dynastie. Nous sommes sur la route de Forzay à l'entrée de Ménil-l'Église. Derrière moi, Notre-Dame de la Salle est une petite chapelle qui fut érigée en 1857 en souvenir de notre première reine, Louise-Marie. Léopold II poursuivit la politique d'acquisition de son père dans la région. Mais comme à son habitude, le souverain ne se contenta pas d'enrichir le patrimoine royal, il voulut aussi donner une véritable impulsion touristique à la région. Mais la trace la plus remarquable reste le complexe hôtelier d'Ardenne et pour y accéder, l'incroyable gare nichée au cœur de la forêt. L'édifice est de style néo-gothique. En son centre, une large cour où étaient garés les carrosses et les voitures qui emmenaient ensuite les voyageurs à travers un chemin de ronde vers le château niché un peu plus haut. Quand Léopold Ier acquit le domaine, il n'y trouva qu'une petite maison de campagne. Léopold II, son fils, fit détruire l'édifice et demanda à son architecte de construire un véritable château qui deviendrait un hôtel de luxe géré par la compagnie des wagons-lits. Dans l'entre-deux-guerres, l'hôtel connut un certain succès. Des clients aussi renommés que Colette vinrent par exemple y chercher l'inspiration. Le château fut fermé pendant la guerre, occupé par les Allemands, rouvert au lendemain de la guerre et ferma définitivement ses portes en 1949. Dès lors, le château tomba peu à peu dans l'oubli avant de brûler en 1968. Vestige de cette gloire passée, il ne reste aujourd'hui qu'une chapelle, le terrain de golf et bien sûr la tour Léopold Ier construite en calcaire du pays. Balades romantiques en forêt. Les grands bols d'air pur. Ah, c'est gai. Bon, si vous aimez les balades romantiques, n'ont rien à voir. Les chroniques de Patrick Weber, sachez qu'elles sont toutes dans ce livre, La Belgique royale, publié aux éditions Racine, Palais, Jardins et Souvenirs. Avec de bien belles photos, vous le verrez. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de 1918. Et dans cette époque troublée, on peut dire que la capitale de la Belgique se trouvait d'une certaine manière dans un petit village de Flandre occidentale, Lopem. C'est en effet au château de Lopem que se joua un grand moment de notre histoire qui marqua un pas important pour la démocratie. On vous dit tout évidemment la semaine prochaine. Et puis dépaysement total, nous partirons au Japon dont la famille impériale est très proche de la famille royale belge avec Gérald Wathelet évidemment qui a rencontré un artiste qui nous fera le plaisir de nous emmener dans une authentique villa impériale japonaise. C'est la semaine prochaine. À voir, bon week-end. Bon week-end, au revoir.